tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Vendredis de l'immobilier. Nous sommes tous appelés, enfin on l'espère en tout cas, à vieillir un jour et donc le sujet des EMS, les établissements médico-sociaux, est un sujet qui tôt ou tard nous concernera soit pour nos proches, soit pour nous-mêmes. Et nous avons avec nous un spécialiste de la création en quelque sorte d'EMS. C'est une branche tout à fait particulière de l'immobilier. Cédric Thurn, bonjour. Bienvenue au Vendredi de Bonjour. l'immobilier. Vous êtes à l'origine de la création de l'EMS La Châtelaine à Vernier et votre société Aton a en quelque sorte une nouvelle spécialité qui est cette construction, peut-être cette gestion d'EMS. Alors, est-ce que c'est quelque chose de particulier, de difficile, de compliqué à faire ou est-ce que c'est comme une promotion normale? Non, c'est relativement différent d'une promotion habituelle. Ce qu'on fait au quotidien, nous, c'est de la réalisation, la promotion de logements en PPE. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on a décidé de se spécialiser un peu. C'était une opportunité dans la construction, dans la réalisation des MS. On a donc réalisé celui de la Châtelaine, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis, on est aujourd'hui encore propriétaire et exploitant de cet établissement. Donc, c'est vrai que le parcours a été relativement long. Bon, comme beaucoup de projets immobiliers, ça prend quelques années pour se réaliser. Et le parcours est relativement différent parce qu'en parallèle à l'autorisation de construire et aux démarches traditionnelles qu'on a dans le domaine du logement, dans l'immobilier commercial, on a en plus des autorisations à obtenir pour l'exploitation, la future exploitation de l'EMS auprès d'autres services de l'État. Donc il y a deux autorisations, si on veut, en parallèle qui doivent être menées. Alors, une chose qui peut-être surprend nos téléspectatrices et téléspectateurs, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un promoteur pour un EMS? Je pense que beaucoup de gens pensent que c'est l'État qui s'occupe de ça et qui fabrique les hôpitaux, les écoles, les EMS. En tout cas, il faut quelqu'un qui pilote le projet. Alors, ça peut être un promoteur privé, ça peut être une fondation communale, une fondation privée. Il y a différents cas de figure à Genève. Il y a des fondations communales qui ont aussi décidé un jour de faire un nouvel établissement dans leur commune. Là, en l'occurrence, nous, en tant que promoteur privé, on a décidé de réaliser cet établissement. Je pense que c'est relativement complexe. Il n'y a pas simplement de démarches à faire, il y a pas simplement de contact avec l'État à avoir au niveau de l'autorisation, comme je le disais tout à l'heure, pour réaliser l'établissement, pour obtenir les subventions à l'investissement, pour ensuite obtenir les subventions à l'exploitation. Je pense qu'il faut en tout cas un coordinateur ou un chef de projet ou un pilote pour mener à bien un projet qui est assez complexe quand même à réaliser. Est-ce qu'on trouve facilement, plus facilement peut-être que pour des projets ordinaires d'immobilier de logement ou commercial, est-ce qu'on trouve une demande d'abord, des terrains, des financements? Alors la demande est importante. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est tous amenés à vieillir un jour. Donc c'est sûr que la clientèle, si je peux m'exprimer ainsi, existe. Et pour ça, on n'a pas de problème. À Châtelaine, on a plus de 100 personnes en liste d'attente. Donc c'est vrai qu'on a un taux d'occupation de plus de 99%. On ne craint pas d'avoir des chambres vacantes. Maintenant, la question des terrains, c'est un peu la même question qu'on a pour tous les projets immobiliers sur Genève. C'est vrai qu'on a de la difficulté à en trouver. Et puis surtout, on doit, pour réaliser un EMS, répondre aux besoins géographiques qui ont été identifiés par l'État. Donc il y a eu un plan directeur qui s'appelle EMS 2010, plan directeur EMS 2010. Aujourd'hui, il est finalisé. Ils vont lancer une deuxième série d'établissements, probablement 2010-2020, en identifiant les lieux géographiques où il y a des besoins. Donc on ne peut pas venir avec un projet identifié dans une commune X ou Y si l'État n'a pas identifié des besoins de chambres EMS. Est-ce que, pour parler un peu concrètement, puisque dans la construction c'est souvent le cas, est-ce que c'est plus rentable, toute formalité prise en compte, tout délai, toute complication prise en compte, est-ce que c'est plus rentable que du logement normal ou de l'immobilier d'entreprise? C'est-à-dire pour le promoteur, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant? Bon, je dirais qu'une fois qu'on a compté tout le temps qu'on y a passé, les années de travail et de démarche, et puis une fois qu'on a établi le loyer, parce qu'il faut savoir que le propriétaire facture un loyer à l'exploitant de l'EMS, mais c'est un loyer qui est contrôlé par différents services de l'État, pas forcément les mêmes que pour un immeuble de logement. Hein, c'est plutôt le département de M. Longchamp qui contrôle et qui gère les établissements médico-sociaux et qui donc vérifie quels sont les éléments que l'on met dans le loyer. Donc,
Oui, il y a une rentabilité parce que sinon personne aurait intérêt à construire ou à exploiter un EMS. Donc il y a une rentabilité, mais elle est contrôlée par l'État. Elle est tout à fait normale. Elle couvre les frais du propriétaire. On peut l'assimiler à un rendement qu'on trouve dans l'immobilier de logement. Très bien, merci Cédric Surne. Nous passons maintenant aux questions qui fâchent. Alors, une question qui va peut-être vous fâcher, mais vous y attendez probablement. Est-ce qu'il est moral de gagner sa vie, finalement, même si ce n'est pas dans des proportions exagérées, que c'est finalement un projet de construction comme un autre, de gagner sa vie avec des gens en fin de vie, précisément? En tout cas, bon, c'est sûr qu'on gagne notre vie dans le cadre de l'exploitation d'un établissement médico-social. Il y a des salaires, il y a des gens bah oui, qui sont payés pour le travail qu'ils effectuent. Je ne pense pas que c'est immoral. Je pense qu'on fait en tout cas tout ce qu'il faut pour que les résidents aient une qualité de vie la meilleure possible et que l'encadrement soit au maximum, au meilleur possible jusqu'à la fin de leur jour. Et je pense qu'au contraire, on fait tout pour que, ouais, pour que les résidents soient bien et puis qu'il n'y a pas de profits extraordinaires qui sont réalisés, en tout cas dans le cadre d'une exploitation ou d'une gestion d'IMS. Très bien. Est-ce que les autres cantons suisses ont ce type de construction de structure et également des promoteurs privés qui s'en occupent? Oui, alors, bon, chaque canton a quelques spécificités, mais c'est vrai qu'on retrouve des établissements médico-sociaux aussi bien dans les autres cantons de Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Nous, on a eu l'occasion de visiter quelques structures. Alors, il y a aussi des structures un peu différentes, avec un encadrement un peu moins important en termes de soins, avec une autonomie un peu plus importante des résidents. Donc, il y a différentes catégories d'établissements qu'on peut retrouver en Suisse. Il faut savoir qu'à Genève, aujourd'hui, il y a soit des logements avec encadrement, ce qu'on a traditionnellement appelé des logements D2, ou la catégorie IMS. Il manque peut-être au milieu des maisons de retraite un peu moins médicalisées. C'est d'ailleurs ce que la nouvelle loi qui est en discussion au Grand Conseil prévoit, c'est d'avoir des établissements médico-sociaux et puis des maisons de retraite. Et puis, il faut savoir aussi que, en tout cas à Genève, il y a des exigences architecturales. Donc, qui dit comment construire un établissement médico-social. Je sais que ça existe aussi sur le canton de Vaud et dans le canton du Valais. Donc on retrouve le même type, peut-être pas tout à fait les mêmes normes architecturales dans chaque canton, mais on retrouve le même type de construction ou d'établissement dans les cantons. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrence sur sur ce créneau particulier? Je ne crois pas qu'on peut appeler concurrence, en tout cas en termes de sociétés privées, j'en connais pas d'autres qui construisent des EMS comme on le fait, enfin qui se sont un petit peu spécialisés comme nous. On a donc, on en parlait tout à l'heure, l'EMS de Châtelaine. On est en train de construire un établissement de 80 chambres à Versoix. On n'a pas non plus 25 établissements en gestion, mais enfin là, on a un deuxième projet qui est en cours. Je dirais qu'il n'y a pas de concurrence. Après, c'est en fonction des opportunités. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une fondation communale ou une fondation privée qui gère déjà un établissement dans une commune et puis qui, selon les besoins de la commune, va se lancer dans un nouveau projet. Mais voilà. Et est-ce qu'il y a des spécificités autres que l'installation des locaux? Est-ce que par exemple les normes de bruit, les normes de chauffage, d'aération, etc. sont plus contraignantes pour ce type d'établissement ou est-ce que c'est finalement les mêmes que pour des hôpitaux par exemple? Alors, bon, en l'occurrence, là, dans le projet de Versoix qu'on est en train de construire, bon, on est dans une zone où on va utiliser l'eau du lac pour rafraîchir et pour chauffer les locaux. Donc, on est dans un projet complètement minergie. Donc, c'est pas forcément lié au fait que c'est un établissement médico-social, ce que je viens de dire, mais en effet, on a là des normes phoniques, des normes thermiques accrues. L'isolation dans les chambres aussi est plus importante peut-être que dans certains types de logements. Mais autrement, je dirais qu'on n'a pas on construit pas un hôpital. Donc, on construit un lieu de vie avec des chambres individuelles, des salles de bain individuelles. Alors oui, ça fait beaucoup de sanitaires, ça fait beaucoup de locaux techniques, de locaux de soins. Donc, il y a un cahier des charges architectural à respecter quand on construit un IMS. Je dirais en termes techniques, il n'y a pas de contraintes particulières autres que ce qu'on peut trouver dans un immeuble de logement traditionnel.
Très bien, eh bien merci Cédric Thurn. Je rappelle que vous êtes donc chef de projet chez Aton SA et merci de nous avoir éclairé sur ces EMS. J'ose pas dire qu'on se réjouit de les tester. Espérons que ce sera le plus tard possible. Merci en tout cas d'avoir participé au Vendredi de l'immobilier. Merci à vous. Et nous passons maintenant à Imo Bouquin. Alors tout d'abord, Small City Houses, excusez-moi de mon accent, chez Evergreen, décidément il est mis à forte contribution. Il s'agit d'un livre architectural qui est d'une assez grande qualité et fortement illustré sur ces petites maisons de ville qu'on trouve hélas trop rarement à Genève en tout cas, et qui sont des espèces de villas urbaines, souvent dans des interstices entre des grands immeubles. Et il y a eu des créations vraiment très originales, donc c'est chez Evergreen. Et puis, on dira que ça n'a pas un grand rapport avec l'immobilier, mais finalement, ça a un rapport avec l'aménagement du territoire, puisque les Celtes, lors de leurs invasions un peu avant l'ère chrétienne, ont quand même modulé et formé une bonne partie du territoire suisse, laissé beaucoup de vestiges. Et il y a une extraordinaire exposition jusqu'au 18 octobre au Musée historique de Berne, donc, dont ce livre publié par la Fondation Mercator est le catalogue officiel. Il y a vraiment des trouvailles et des motifs décoratifs qui sont d'ailleurs souvent encore utilisés sans qu'on sache qu'ils sont d'origine celte. C'est vraiment extrêmement intéressant. Je vous recommande non seulement le catalogue, mais également l'exposition. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Vendredi de l'immobilier.